Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les groupes armés du nord du Mali pourraient fusionner en un parti politique. C'est la proposition faite par le chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, et ce dans le but d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix. Les recommandations du dialogue politique formulées en projet de loi au Bénin. Le rapport du comité technique a été remis au président Patrice Talon. L'opposition craint une révision de la Constitution. Et une nouvelle victoire contre la poliomyélite. La souche 3 du virus a été déclarée comme éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé. Une étape de plus vers un monde sans polio. Mais tout d'abord, une nouvelle attaque a eu lieu au Burkina Faso dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord du pays. Au moins 16 personnes ont été tuées. D'après les premiers témoignages, des hommes armés sont arrivés dans la localité de Pobé-Mangao, ont enlevé des habitants et pillé des commerces. Depuis, des patrouilles ont été mises en place pour sécuriser les lieux. Le Burkina Faso connaît depuis 2015 des attaques fréquentes et meurtrières dans cette région, ayant fait plus de 640 morts et 500 000 déplacés internes. Au Mali, un des groupes signataires de l'accord de paix de 2015 appelle à la fusion des groupes armés en un mouvement politique. Une proposition d'Al-Gabas Aguintala, le chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Il entend ainsi accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix, mais également donner une nouvelle dimension à la coordination des mouvements de l'Azawad. Ange Domenio. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad veut se muer en parti politique. Le groupe armé malien a décidé d'explorer cette option pour pouvoir donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. En effet, depuis la signature de cet accord, son application a du mal à se réaliser dans le pays. Face à la réalité du terrain et pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations, nous devons réfléchir à une plateforme politique. La transformation en parti politique du Haut Conseil vise à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour une meilleure cohésion sociale et harmoniser notre lutte au bénéfice des populations. Kidal fait partie des vastes zones du Mali qui échappent encore à l'autorité de l'État. La situation de la ville suscite même l'inquiétude des pays du Sahel qui ne manquent pas de la taxer comme étant une base arrière de djihadistes. Il est évident que le mouvement djihadiste justifie une force de frappe sur les terrains militaires, mais en pratique, lorsque vous comparez le MLLA au gouvernement du Mali, le rapport de force est défavorable actuellement au MLLA. La reconversion d'un parti politique répond à des réalités sur le terrain militaire par rapport à cette question. Si le désarmement n'est pas réel, la reconversion de ce mouvement avait été soumise. Un parti politique ne pourra pas répondre alors à la stabilité de la paix au Mali. La paix restera vraiment précaire. On le voit tout récemment au Sénégal avec la Casamance. Alors on le voit également en Colombie avec les FARC. Il faut un désarmement des combattants. Les groupes armés indépendantistes ont pour la plupart signé l'accord de paix en renonçant à leur velléité séparatiste contre plus d'inclusion dans la société malienne. Mais la mise en place de ces mesures reste très lente. La dernière réunion de suivi de l'application de l'accord, qui devait se tenir à Kidal en septembre, a été annulée par l'État malien. Au Bénin, les recommandations du récent dialogue politique ont été formulées en projet de loi. Des textes remis par le comité technique au président de la République, Patrice Talon, et transmis au Parlement. Les experts disent que ces projets de loi pourraient induire une révision de la Constitution. Le chef de l'État s'en défend. L'opposition, elle, dit avoir des craintes. Un sujet de la rédaction. Après le dialogue national des 10, 11 et 12 octobre 2019 au Bénin, le président Patrice Talon révisera-t-il la Constitution ? Tout porte désormais à croire que l'homme qui dirige le Bénin depuis 2016 procédera à la révision de la loi fondamentale, même s'il dit avoir abandonné le projet. J'avais secrètement espéré que la mise en œuvre de ces recommandations du dialogue politique puisse trouver une habileté juridique qui nous éviterait une retouche. C'est plutôt la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national qui nécessiterait désormais la révision de la Constitution béninoise, selon le rapporteur, le professeur Dorothée Sosa. Pour le juriste béninois, l'uniformisation de tous les mandats politiques électifs, l'introduction de dispositions discriminatoires positives pour une meilleure représentation des femmes et les répartitions des sièges dans les circonscriptions électorales, entre autres, ne peuvent être mises en œuvre qu'au travers d'une modification constitutionnelle, une idée que rejette catégoriquement l'opposition béninoise.
Il faut pouvoir appeler à la résistance. C'est une résistance pour l'intérêt du Bénin, mais une résistance aussi pour l'intérêt de ceux même qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui croient qu'ils ont une superpuissance absolue. À la faveur d'une conférence qu'il a tenue le 20 octobre à Chicago, aux États-Unis, l'ancien ministre béninois des Finances dévoile une stratégie d'exclusion du président Talon de tous les rendez-vous électoraux à venir. Vous savez, le Bénin a cette expérience que les paysans peuvent se lever et aller aux élections, aller déposer leur dossier pour aller aux élections. Mais lorsque vous êtes dans un contexte régenté, où le marché électoral est devenu le marché le plus cher, le Bénin est le pays où aujourd'hui, pour aller aux élections, il faut payer le montant le plus cher au monde. Ceci simplement parce que le chef de l'État, avec son camp, ils ont le trésor en main, ils peuvent payer ça, ils peuvent décider de payer pour qui il veut, sachant bien sûr que l'opposition, s'il ne pressure pas tous les moyens, n'a pas la possibilité de le faire. Pour l'heure, de nombreux Béninois disent attendre du président Patrice Talon des gestes forts, dont l'amnistie et le retour des opposants en exil, la libération des prisonniers politiques et la création d'un cadre politique consensuel pour des élections inclusives. C'est désormais officiel, 2 des 3 souches du virus de la polio sont éradiquées. L'Organisation mondiale de la santé a certifié que la souche de type 3 de la maladie est aujourd'hui éteinte. Une nouvelle victoire dans la lutte contre ce fléau et une étape historique vers l'éradication complète du virus. Ibayako. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement relégué les 2 types de poliovirus sur 3 au stade historique puisqu'ils sont éradiqués au plan mondial. Une annonce qui coïncide avec la journée mondiale du polio célébrée le 24 octobre. La Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite a signé que l'éradication du type 2 du virus en 2015 et du type 3 en 2019 laisse que le type 1 du virus en circulation. Le GCC a conclu lors de sa réunion de la semaine dernière que la poliomyélite sauvage de type 3 avait été éradiquée dans le monde entier. Cette merveilleuse nouvelle nous apprend que la poliomyélite peut être éradiquée. 2 des souches du virus de la poliomyélite ont disparu et il ne reste que celle de type 1 et qu'elle ne sévit qu'au Pakistan et en Afghanistan. Les cas de poliomyélite dans le monde ont été réduits de plus de 99% depuis 1988, mais le virus de la poliomyélite de type 1 est toujours endémique au Pakistan et en Afghanistan principalement, mais également en Afrique australe où il a infecté au total 88 personnes en 2019. Il s'agit d'une résurgence d'un record annuel mondial de 22 cas en 2017. Les infrastructures que nous avons construites ne doivent pas disparaître avec la poliomyélite. Les investissements dans la poliomyélite sont des investissements indispensables pour renforcer le système de santé et renforcer la couverture sanitaire universelle. Les mêmes agents de santé qui administrent les vaccins anti-poliomyélie ont contribué à lutter contre les épidémies de virus Ebola, de choléra et autres, à lutter contre la malnutrition, fournir des vaccins contre la rougeole, des comprimés, vermifuges. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays à faire preuve de vigilance, à renforcer la vaccination et la surveillance afin de détecter les virus de la poliomyélite. Et on va continuer à parler santé avec notre invité, Pierre Pelé, médecin et ancien représentant de l'ONU-SIDA et de l'Organisation mondiale de la santé, également ambassadeur de l'ONG Mercy Ships pour l'Afrique. Il publie Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Il est avec nous sur le plateau pour en parler. Bienvenue, Pierre Pelé. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Pierre Pelé, on l'a vu là dans le sujet, la souche 3 du virus de la poliomyélite est déclarée comme éradiquée. Votre réaction d'abord à cette annonce, à cette nouvelle, vous qui vous battez depuis plusieurs années, depuis le début de votre carrière, contre un autre virus, le virus du sida. J'ai contribué aussi, d'abord c'est une très grande victoire. Très grande victoire pour l'humanité, pour la solidarité internationale. J'ai contribué moi-même un tout petit peu quand j'étais représentant de l'OMS en Éthiopie et que nous avions encore le virus. Il n'y a pas très longtemps, c'était en 2015. Et j'ai dépensé 50% de mon temps en tant que représentant de l'OMS à m'attaquer à faire éradiquer, éliminer le virus du sida en Éthiopie, le virus de la polio en Éthiopie. Donc c'est une très grande victoire. Nous avions
l'humanité a éradiqué la variole en mai 1980, donc presque 40 ans après, nous allons éradiquer une nouvelle maladie virale. C'est une victoire parce que c'est aussi un effort collectif des nations, mais aussi des individus, de toute la communauté internationale, parce que à travers le programme mondial de l'éradication de la poliomyélite, mais aussi à travers l'Alliance globale pour les vaccins et la vaccination, je crois que cet effort a permis aujourd'hui d'avoir ce résultat merveilleux pour l'humanité. Il faut s'en féliciter et puis se réjouir. Alors vous, votre combat, on va dire le combat de votre vie, hein, c'est la lutte contre l'épidémie du sida. Vous publiez donc un ouvrage, Itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Vous avez passé, je l'ai dit, quasiment toute votre vie à lutter contre cette maladie. Quel regard portez-vous sur les progrès réalisés sur le continent particulièrement ? Bon, d'abord, ce fut un sacerdoce que de lutter contre une épidémie aussi importante que celle du sida. Les progrès sont immenses. Si on regarde notre passé face à l'épidémie du sida, on a fait un bond extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 millions de personnes qui sont sous antirétroviraux. Nous avons une baisse des nouvelles infections en Afrique, à peu près autour de 40%. Cela veut dire que nos résultats, notre travail a produit des résultats. Et donc le temps est venu d'accélérer pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à l'an 2030. Comme l'annoncent d'ailleurs les objectifs de développement durable. Il faut le faire. Il y a 30 ans, on avait une dizaine de personnes ou une centaine ou un millier de personnes qui utilisaient le préservatif. Aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui utilisent le préservatif. Des millions de personnes connaissent le sida et nous faisons en sorte qu'il y ait un dépistage. Vous savez, en 2009, par exemple, il y avait déjà plus de 31 millions de dépistage volontaire du sida en Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons presque quasiment doublé. Il y avait 32 000 en 2009, il y avait 32 000 centres de dépistage. Aujourd'hui, nous avons largement dépassé les 50 000. Ça veut dire qu'un effort considérable a été fait en Afrique pour finalement aller petit à petit, mais sûrement à la fin du sida. Alors on parle d'efforts. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose s'est réuni à Lyon. C'était les 9 et 10 octobre. Il y a eu 14 milliards de dollars de promesses de dons. On imagine que ce sont des engagements qui ont toujours leur importance malgré les progrès réalisés. Il faut toujours des moyens financiers importants pour lutter contre une épidémie comme celle du sida. Mais vous savez, le Fonds mondial, c'est aussi le sida, le paludisme et la tuberculose. Alors, la seule crainte, c'est qu'il faut que ces fonds soient bien gérés une fois sur le terrain. Il faut une gouvernance transparente, il faut des gestionnaires de qualité, des stratégies adaptées pour qu'on puisse avoir des résultats certains de l'investissement global qui a été réalisé récemment à Lyon. Mais il faut aussi inviter les pays africains à investir par eux-mêmes, parce que c'est très important. Vous vous rappelez, en 2000, les chefs d'État africains ont dit « nous allons consacrer 15% du budget annuel de nos États à la santé ». Ce n'est pas encore fait. Quelques rares pays ont réussi à passer ce cap des 15%. Donc il faut investir davantage et faire de la santé une priorité. Pierre Pelé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, ancien représentant de l'ONU-SIDA et de l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes actuellement ambassadeur de l'ONG Mercy Ships pour l'Afrique et vous avez publié Itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.